Nous sommes avec Philippe David également, qui lui s'apprête justement à partir plutôt dimanche. Il veut pas le chassé-croisé du samedi. Non, même après, moi c'est un tout petit peu plus tard. Oui, un petit peu plus tard. Bon, vous verrez, vous allez partir. En tout cas, vous prendrez les vacances et vous prendrez la route. Vous êtes également avec José Espinoza, qui quand il partira prendra le train, je pense, Oui. pour partir camper près de Sète. Tout à fait. C'est ça, au camping. Bon, mais vous serez quand même beaucoup plus nombreux, les amis, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, peut-être à prendre la route, soit pour rentrer, ce qui est triste, soit pour partir en vacances, ce qui est plus joyeux. En général, c'est demain le grand chassé-croisé des vacances, et on se pose cette question: est-ce que vous allez à terme abandonner votre voiture? Est-ce que vous allez finir par préférer le train, pourquoi pas, ou alors le bus, ou alors d'autres moyens de transport comme l'avion? Mais vous nous appelez 0826 300 300 et puis vous votez sur le Facebook et le Twitter de Sud Radio. Tout de suite, c'est le débat. Marre des bouchons. Alors il y en a beaucoup effectivement qui en ont marre des bouchons. Ils ont raison, c'est parfois assez difficile. Vous croyez pas si bien dire, ma chère Lucille Montier, qui est notre réalisatrice et qui venait de nous choisir cette chanson. Demain il y en aura des bouchons. C'est un peu ce cas, Entre Lyon, Orange et Narbonne, des bouchons demain. Vous en aurez sur la 10 entre Niort et Bordeaux, sur l'A20 entre Limoges et Brive, sur la 75 entre Clermont et Montpellier, la 7 entre Salon de Provence et Marseille. Bonjour à vous Yves Cara. Bonsoir. Bonsoir à vous, exactement, porte-parole de l'Automobile Club Association. Nous sommes également avec Jean-Olivier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Directeur de France Nature Environnement en Midi-Pyrénées, la moitié de l'Occitanie. Bienvenue également sur Sud Radio. Yves Cara, si vous le permettez, je vais commencer par vous. Oui. Combien de voitures on estime à peu près, je ne sais pas si ce chiffre existe, combien de voitures on verra sur les routes demain en France ? Combien de voitures? Des milliers, écoutez, des milliers. On commence par une question piège, c'est pas drôle. Non, mais alors demain, je ne sais pas, mais sur l'ensemble de l'été, on peut estimer qu'il y aura au moins les 3/4 des voitures, des Français qui ont une voiture. Parce que chaque fois qu'on parle de voiture, on parle de l'objet. Mais attention, il y a des personnes dans les objets. Oui. Et certains élus oublient qu'ils se fixent sur l'objet, mais il y a des personnes qui ont besoin de ces objets pour vivre. C'est important ce que je dis, parce qu'il faut vraiment le voir comme ça. Donc on peut estimer, oui, cet été que, il y a au moins 80% des voitures qui vont circuler en France pour emmener des personnes en voiture. Alors plus ou moins loin. Vous savez, au mois de juillet, j'ai fait quasiment 2 tours de France sur les routes et autoroutes de France, et j'ai constaté que les Français, et pas seulement moi, j'étais avec un partenaire qui connaît bien tout le système autoroutier, partenaire de l'Automobile Club Association, que les Français, alors pas forcément les week-ends, mais n'hésitent pas à partir le lundi ou le mardi, à sacrifier 2-3 jours, c'est pas grave. On a eu un confinement, donc on agit un petit peu différemment pour éviter les bouchons. Font beaucoup de séjours de 3-4 jours dans la famille et chez les amis, et n'hésite pas à faire des petits trajets plus petits que les autres années. Voilà, c'est un petit peu la physionomie des vacances des Français cette année. Ça a un peu changé, effectivement. Jean-Olivier, vous êtes avec nous, je le disais, directeur de France Nature Environnement en Midi-Pyrénées. C'est quoi à peu près le rapport de force, si je puis dire? Alors c'est pas une guerre, mais en gros, c'est quoi le rapport de force entre les Français qui se déplacent pour les vacances en voiture et ceux qui se déplacent plutôt en train, en avion, en bus, enfin en transport en commun? Alors, tous les transports en commun ne sont pas les mêmes. Se déplacer en avion ou en train, c'est pas les mêmes implications et conséquences sur la nature et l'environnement. C'est pas les mêmes implications écologiques, mais malgré tout, c'est autre chose. C'est autre chose, alors j'ai pas les proportions précises. Ce qui est sûr, c'est que la voiture reste le moyen privilégié et qu'il est bien trop utilisé, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment sur la qualité de l'air et de l'environnement en général. Et ce qui se passe aussi, c'est que on a des lignes de train dont on sait les LGV et le TGV qui permettent de desservir certaines destinations, mais de plus en plus de destinations où c'est de plus en plus difficile de se rendre en train, et donc du coup sur certaines destinations la part du train diminue. Donc on a un vrai souci de ce côté-là. Vous venez de vous faire, Jean-Olivier, un allié autour de cette table sur Sud Radio, puisque José Espinoza acquiesce. C'est un cheminot à la retraite, effectivement. Vous confirmez, vous aussi, José, vous préféreriez que les Français prennent moins la voiture et plus le train? Non, je ne le pose pas comme ça. Je pense qu'il faut développer tous les moyens de circulation, et notamment le train, qui est écologiquement très bon et qui, en même temps, économiquement excellent aussi. Ensuite, je suis aussi pour la voiture, parce qu'en même temps, le train ne peut pas desservir toutes les destinations. Absolument. Donc, il faut que les gens puissent se transporter. Alors, il faudrait peut-être réfléchir à des combinés. Un combiné train-voiture. Voilà. Et donc, là, il y a tout un effort financier et un effort politique, parce que c'est une volonté politique pour développer des modes de transport
qui puisse raisonnablement aider l'ensemble de la population. Mais vous imaginez le débit que ça ferait de mettre des voitures sur des trains quand vous voyez le monde que vous aurez sur l'autoroute? Il n'y a pas que la voiture sur le train, on pourrait aussi imaginer des systèmes où au terminal train, il y ait la possibilité d'avoir des voitures de location pas chères. Parce que si vous voulez, le système existe aujourd'hui, on peut louer des voitures. Le problème, c'est que c'est très cher. Et ça veut dire qu'on abandonne quand même sa voiture personnelle, l'objet de sa famille, un petit peu. Mais je pense que l'ensemble de la population, enfin de ceux qui sont propriétaires de voitures, ne sont pas attachés à la voiture comme propriété intangible sur laquelle on va... Pour vous, c'est un outil. C'est un outil de circulation, de transport, et je pense pour la majorité des gens. Il peut y avoir quelques personnes qui utilisent la voiture comme objet d'agrément. Bien sûr. Oui, il y a un petit rapport sentimental à sa voiture, sa première voiture, sa titine. Il y a un rapport sentimental pour certains. Pour beaucoup, je pense que non. Je pense que c'est l'utilité. C'est devenu l'utilité. Yves Cara, est-ce que vous constatez un changement de rapport des Français à leur voiture? Quasiment pas. Je suis désolé. On est là pour débattre. Ouais, on a 1 600 000 adhérents, donc voilà, on a des retours. L'Automobile Club, l'association dont vous êtes le porte-parole. Oui, tout à fait. Et non, alors on entend effectivement dans les médias, on entend là dire des personnes non, maintenant c'est un objet uniquement de déplacement. Alors c'est vrai que la LLD et LOA, location longue durée et location avec option d'achat, se développent, mais c'est pour des raisons financières. On n'a plus une grosse somme à sortir, on n'a plus à aller voir sa banque pour emprunter, donc ça peut être beaucoup plus pratique. On peut la changer tous les 3 ans, mais grosso modo, c'est comme quand on loue un appartement, on se sent quand même en possession de l'objet que l'on a. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toujours le plaisir de conduire, parce que voilà, il y a des personnes qui dirigent des grandes villes qui pensent que voilà, la voiture doit s'arrêter, qu'on n'a plus de plaisir de conduire. C'est pas vrai. Quand on est dans une voiture qui a toutes les aides à la conduite, qui est confortable, dans lequel vous êtes en sécurité, que vous pouvez faire 500-600 km pour aller en vacances, il y a un plaisir de conduire. Alors, pas dans les bouchons, on est d'accord, il n'y a aucun plaisir à conduire dans les bouchons. Et comme il n'y en a pas dans une gare de train ou de RER à l'heure de pointe, par exemple, ce que confirme. Ouais, complètement. Mais vous savez, c'est exactement ce que disait une personne qui parlait il y a quelques instants. Il ne faut pas opposer les modes de déplacement les uns aux autres. Ouais, José Spinoza, voilà. On peut prendre le train, on peut prendre l'avion, on peut prendre la voiture, on peut prendre le vélo, pourquoi pas, faire des vacances en vélo. En camping-car, ça se développe beaucoup, j'en ai vu beaucoup. À peu près 20% de progression chaque année. Donc, il y a une vraie, c'est pas une mode, mais c'est une tendance qui se développe et c'est plutôt agréable. Et pas seulement que des personnes à faible revenu, et tout le monde commence à s'y mettre, donc ça c'est plutôt agréable. Donc, n'opposons personne, mais vous savez, vous avez parlé du transport des voitures en train. Alors vous voyez, ça tombe bien. Il se trouve, il y a quelques jours, je discutais avec un ami qui habite qui part en vacances dans le sud de la France et qui voulait faire venir sa voiture. Voilà, il est parti avec une voiture, mais il lui en fallait une deuxième pour X raisons, parce qu'il y a des enfants, etc., etc. Il s'est dit, je vais demander à la SNCF de le descendre. Et entre la SNCF et une descente en camion avec un professionnel, c'est 3 fois moins cher en camion. Voilà. Et effectivement, mais ça pollue quand même. Voilà, mais monsieur, c'est la politique de la SNCF, parce que les camions, c'est la SNCF qui est propriétaire. Ah, les camions, vous dites José Espinoza, qui transportent les voitures appartiennent à la SNCF. A créé des filiales de substitution, et donc ils ont supprimé les trains auto. Alors là, on dévie un petit peu sur le train, mais je voudrais juste... juste une chose, ce que je voudrais dire, rectification d'Yves Cara. C'est pas du tout des camions de la SNCF, c'est un particulier qui a créé son entreprise et qui fait des allers-retours entre Paris et le Sud pour transporter effectivement et des motos et des voitures. Oui, c'est 3 fois moins cher. C'est 3 fois moins cher, voilà. Mais attendez, derrière, parce que l'entreprise qui fait ça est une grande entreprise. Et non, pas dans ce cas. On vérifiera, on aura du mal à vous mettre d'accord, quoi qu'il en soit. Mais j'aimerais reposer une question à Jean-Olivier, qui est avec nous, directeur de France Nature et Environnement. Est-ce qu'il faut forcément opposer la voiture aux autres modes de transport, comme le train par exemple? Est-ce qu'on peut combiner les deux quand même, au moins? Oui, on peut combiner les deux, justement dans l'idée de ce que disait José Espinoza, mais en relevant quand même, et là je suis d'accord complètement avec lui, que la SNCF avait un service de train auto il y a quelques années qui a été en grande partie délaissé, alors que ça devrait aujourd'hui être l'avenir, et on pourrait justement réfléchir à ce que les gens puissent amener leur véhicule là où ils souhaitent, et sinon de coupler par exemple avec, vous ne l'avez pas évoqué, mais avec les solutions d'autopartage dans de plus en plus de villes aujourd'hui, il y a des véhicules en libre accès, juste pour le temps d'une demi-heure si nécessaire, c'est le cas à Toulouse. Oui, par exemple à Toulouse,
effectivement. Vous espérez qu'à moyen terme, en fait, Jean-Olivier, il y ait toujours des voitures, parce qu'on ne peut pas s'en passer. Clairement, celui qui écoute Sud Radio à la campagne, à la montagne, ou même en banlieue, là où il n'y a pas forcément des trains assez pratiques, vous espérez qu'on puisse toujours avoir une voiture là où on en a besoin, mais qu'on puisse s'en passer là où on peut prendre autre chose, quoi. Sachant qu'on peut s'en passer à beaucoup d'endroits, y compris à la campagne, on peut utiliser le vélo même. On sait que certains trajets sont à la campagne, vous êtes gentil, Jean-Olivier. Sur de longues distances, mais beaucoup des trajets, y compris à la campagne, sont souvent uniquement de quelques kilomètres. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de voiture, puisqu'il y a certains des trajets dont on a forcément besoin de les faire en voiture. Mais par contre, réduire l'utilisation de la voiture, c'est clairement aujourd'hui une nécessité. Et par rapport à ce que disait Yves Carra, on dit le rapport des Français à leur voiture a-t-il changé ? Il y a quelques années, en tout cas, on consommait des voitures fabriquées en France, produites en France, qui faisaient travailler du monde ici. Aujourd'hui, c'est une toute petite minorité des voitures qui en réalité sont produites en France. Donc on a aujourd'hui, dans la logique de consommation généralisée, d'importation de matériel en général et de biens de consommation, mais les voitures en font partie, on utilise aujourd'hui des voitures qui viennent de l'autre bout du monde, qui engendrent du coup des problèmes sur place et pas forcément un apport économique particulier. Et par contre, on assume économiquement le coût de construction des routes, la rénovation des routes, alors que on pourrait faire des moyens de transport beaucoup plus localisés que peuvent être pour vous, en tout cas, notamment. Notre gestion de la voiture, en tout cas à la française, est un problème aujourd'hui. Continuez à nous appeler, les amis qui nous écoutaient sur Sud Radio au 0826 300. Le débat est ouvert. Et oui, les vraies voix de l'été qui débattent avec José Espinoza qui est avec nous, Philippe David également, Aurore Boyard en direct pour sa part depuis Toulon. Clément Barguin suit vos commentaires et vos votes sur les réseaux sociaux de Sud Radio, sur Facebook et sur Twitter. D'ailleurs, donc continuez à voter, on refera un point sur les deux sondages. Vous nous appelez au 0826 300 300. Nous sommes avec Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association, et Jean-Olivier, directeur de France Nature Environnement en Midi-Pyrénées. Yves Carra, à l'instant, Jean-Olivier disait justement qu'on consommait de moins en moins de voitures françaises, alors, en tout cas fabriquées en France, alors qu'on a toujours tendance à associer la voiture au miracle industriel français, à la révolution industrielle. Oui, alors on parle beaucoup de relocalisation en France, on l'espère tous, ça créera des emplois. Et ça veut dire qu'il a raison, malgré tout, dans ce cas-là. Ça veut dire Alors, je dirais presque que c'est un autre débat, parce que est-ce que la voiture va disparaître parce que les Français vont moins la consommer, ou est-ce que il faut acheter français? Donc c'est presque un autre débat. Mais peu importe, pourquoi pas, ouvrons le débat. Effectivement, fabriquer des voitures en France et relocaliser de l'industrie en France, on est tous pour. Mais vous savez, il y a des impôts de production. On parle de les supprimer d'ailleurs, et tant mieux. Et il faut savoir que fabriquer des petites voitures en France avec ces impôts de production et avec d'autres taxes, c'est pas rentable pour les entreprises. C'est pour ça que ces dernières années, ces 10, 20, 30 dernières années, elles ont délocalisé parce que c'était pas rentable. Donc on fabrique plutôt des modèles un peu plus haut de gamme où là effectivement c'est plus rentable pour une entreprise qui doit gagner de l'argent, mais plus les petits modèles. Et on achète, il faut jamais l'oublier, majoritairement en France, des petits modèles, des Clio, des choses comme ça. Faut jamais l'oublier, ça. C'est vrai, ce sont des voitures qui... Pour rebondir peut-être, c'est pour ça que ce qu'on pourrait envisager, c'est plutôt de construire ou de relocaliser et d'amplifier la construction de bus, de trains, de tramways. Aujourd'hui, des villes qui veulent augmenter les cadences et qui cherchent du matériel, elles sont bien en peine. En fait, qu'on relocalise plutôt des moyens de production de transport en commun plutôt que des moyens de production de voitures, si j'ai bien compris. Exactement, à la fois par rapport à la problématique de l'automobile, et puis j'ai même envie de dire peut-être par rapport à la problématique d'Airbus qui préoccupe beaucoup, se dire que la technologie aujourd'hui, le savoir-faire, l'ingénierie, les emplois d'ouvriers qualifiés, de chaudronniers ou quoi, pour être complètement destinés à développer très massivement le transport en commun, qui est clairement un mode de transport d'avenir. Aurore Boyard, vous êtes avec nous en direct depuis Toulon, vraie voix régionale, si j'ose dire, dans le Var, avec nous, ma chère Aurore. Est-ce que vous êtes encore adepte de la voiture, ou quand vous partez loin ou en vacances, vous prenez plutôt les transports en commun ou alors l'avion ? Alors, moi, je prends principalement le train pour voyager loin. J'adore le train en plus. Et c'est, disons, beaucoup plus pratique pour moi parce que quand je plaide sur Paris ou même lorsque je me déplace, le TGV, 3h50. Donc pour le travail,
voyage énormément en train à partir du moment où je me déplace hors de la région PACA. En revanche, dans ma région PACA, la voiture reste alors importante, sauf que quand même, on a d'énormes bouchons pour aller à Marseille, d'énormes bouchons depuis quelques années quand on va à Nice. C'est un vrai problème. Et le souci que l'on a, c'est que les lignes sont pas terribles. Quand je dois plaider à Nice à 8h30 par exemple, j'ai pas de train. Le train, il arrive à 9h ou alors il y en a un qui arrive très tôt. Donc on a un vrai souci qui est lié à ça. Et j'en parle souvent quand je prends le train avec les gens. On a un véritable problème qui est lié aussi au fait que les trains, les horaires des trains sont pas forcément adaptés. Alors même que c'est l'heure à laquelle vous savez qu'il ne faut pas prendre votre voiture si vous ne voulez pas vous lever 2 heures plus tôt. Bien sûr, parce qu'en train finalement on met quoi? On met 1h50 pour faire Toulon-Nice, on va dire très simple sur le basique. Un peu moins, enfin on n'a pas de ligne LGV entre Toulon et Nice, mais si on prend la voiture, on a les embouteillages, le stress, après il faut la garer, ainsi de suite. Tandis qu'en plus à Nice, ils ont fait donc un système de transport en commun qui est super. Voilà, donc on arrive et même à pied, on va au tribunal à pied. Et il n'y a pas que moi, parce qu'il y a plein de gens, il n'y a pas que les avocats, je veux dire, il y a plein de gens qui se déplacent au niveau régional. Et ça, c'est vrai que souvent les trains, en plus au niveau régional, pas tellement Nice, mais entre Toulon et Marseille, il y en a 1 sur 2 qui sont annulés. Ça pose un véritable problème. Et les gens sont demandeurs quand même de ce genre de transport. Et il m'arrive aussi parfois même d'aller à mon bureau à vélo. C'est plus rare, mais ça arrive. Alors c'est vrai que j'essaye de faire l'effort quand même, d'avoir une empreinte carbone minimale. Et puis j'aime bien marcher. Alors il y a des choses que je fais aussi à pied, mais principalement le train, beaucoup. Oui. Et la voiture, là où vous êtes obligé. Vous le dites malheureusement, vous vous sentez presque coupable en fait, on dirait, d'utiliser la voiture en Boyard. Ça, à force d'écumer les tribunaux, on se sent toujours coupable. Voyons. Non mais Aurore, c'est vrai, vous avez presque une mauvaise conscience. Parce que fondamentalement, j'adore la nature. J'ai été élevée, moi, au milieu dans la forêt. J'étais entourée de verdure, de nature depuis que je suis petite. La ville, oui, c'est comme ça. La ville, ça a été après quand j'ai fait mes études. Donc, foncièrement, moi, j'adore les animaux. J'ai la chance d'habiter à un endroit. Moi, j'ai mon voisin qui a des poules quand même. Et ça ne me gêne pas. Je trouve ça génial. Et pour vous, du coup, la voiture est une menace pour tout cet environnement que vous adorez? Oui, parce que je trouve qu'en plus une voiture, alors quand on passera aux voitures complètement électriques, ça fait pas de bruit, mais bon, ça pollue quand même. Pourtant, j'adore ma voiture. Attention, j'adore conduire, je fais des kilomètres en voiture, mais je trouve que quand même, si c'était mieux, si on était mieux desservi en train, il m'arrive régulièrement de prendre le train quand je vais plaider à Avignon. Donc, je pense qu'on pourrait faire l'effort. Juste avant de redonner la parole à Jean-Olivier, Yves Cara, c'est vrai que dans un certain nombre de grandes agglomérations, que ce soit en Ile-de-France, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône ou le Var, les bouchons sont devenus absolument impossibles aux heures de pointe pour entrer. Comment on explique cette espèce d'augmentation des bouchons qu'on constate? Enfin, on se levait beaucoup moins tôt, il y a 20 ans pour rentrer dans Marseille ou Paris. C'est quoi? C'est qu'il y a plus de voitures? Il y a beaucoup de raisons. D'abord, il y a une démographie qui est supérieure à... Voilà, on a progressé on parlait de 50 millions de Français, on est plus de 65 millions maintenant. Donc voilà, il y a de plus en plus de monde. Et puis il y a un paradoxe, c'est que ce soit à Paris, à Bordeaux, à Marseille ou autre, les emplois se créent dans les villes. Alors ne parlons pas de délocalisation, ça se crée dans les villes. Or, on ne peut pas tous habiter dans la ville parce que ça coûte de plus en plus cher. Parce que c'est de plus en plus cher, puis parce qu'on ne peut pas tous y habiter. Il y a une raison de concentration, donc on va habiter un petit peu plus loin. Mais malheureusement, les emplois sont créés dedans, donc il faut revenir dans la ville. Donc ça crée effectivement... Et il n'y a pas forcément les transports en commun qui ont été pensés en même temps que ces villes, comme on parlait de Marseille, il y a Aix-en-Provence, il y a beaucoup de personnes qui habitent de plus en plus à Aix-en-Provence et qui vont travailler à Marseille. Donc voilà, il y a ce flux qui doit de toute façon se faire. Alors avec le télétravail peut-être un petit peu moins parce que ça va se développer. Donc voilà, à Bordeaux c'est pareil. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues s'installer. On a totalement oublié d'adapter le réseau routier. Donc la voiture c'est une victime. C'est pas le coupable, elle est victime de cette désorganisation, je dirais, sociale. On doit tous être au même endroit, au même moment, à peu près aux mêmes heures, et on doit habiter loin et aller travailler dans la ville. Donc, franchement, la voiture, c'est une victime, et c'est une solution, c'est pas un problème. Parce que si on n'a pas ça, on peut pas créer des emplois et créer une économie. Il faut jamais l'oublier. Et aussi, la voiture rapporte des dizaines et des dizaines de milliards à l'État, et sans priver,
ça peut poser de gros problèmes. D'ailleurs, l'État a transformé il y a quelques années la TIPP en TICPE, taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, pour penser déjà à l'hydrogène et à l'électrique futur. Et on a bien vu avec le confinement que les transports en commun sont dans un état financier terrible, parce que les gens ne les prenant plus, il n'y a plus d'argent qui rentre et on ne peut plus investir. Donc il ne faut jamais oublier que la voiture, c'est une solution, c'est pas un problème. Jean-Olivier, j'imagine que pour vous, vous n'êtes pas forcément d'accord sur le fait que la voiture soit une solution. En revanche, vous êtes directeur de France Nature Environnement en Midi-Pyrénées. Alors Toulouse, c'est une des rares grandes villes à avoir résisté à la vague verte lors des municipales. En revanche, quand vous voyez ce qui se passe à Paris, où la maire de Paris compte supprimer la moitié des places de parking en quelques années, à Bordeaux, le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, envisage à terme, à long terme, pas pour tout de suite, mais une interdiction de la voiture dans le centre-ville. Est-ce que vous soutenez ces politiques dans les grandes villes qui veulent vraiment rendre la vie impossible aux automobilistes, pour qu'ils passent à autre chose? Alors Toulouse devra y passer aussi, puisque en fait on a des décisions du Conseil d'État qui enjoint aujourd'hui l'État français à prendre des mesures efficaces pour en fait réduire la pollution atmosphérique, parce que la pollution de l'air aujourd'hui c'est plus de 40 000 morts prématurées en France, c'est la deuxième ou troisième cause de mortalité prématurée, et donc on a une décision récente du 12 juillet dernier qui oblige en fait l'État français et donc par conséquent les grandes villes, dont Toulouse, dont Marseille, Aix, Grenoble ou Lyon, à prendre des mesures drastiques pour arriver à réduire fortement la place de la voiture en ville, puisque la voiture en ville, c'est responsable des émissions notamment de dioxyde d'azote, qui derrière crée des problèmes respiratoires, y compris dans une période qu'on connaît aujourd'hui avec l'épidémie de Covid. Réfléchir à ces aspects-là, c'est quand même très important. Qu'est-ce que vous entendez par mesure drastique? C'est quoi? Ce serait une interdiction? Pour vous, dans l'idéal, c'est quoi? C'est une interdiction dans les centres-villes de Toulouse, de Bordeaux, de Marseille? C'est clairement, effectivement, renverser la logique, et aujourd'hui que ce soit plus la voiture individuelle qui soit en ville. Tout à l'heure, vous disiez c'est pas un problème la voiture individuelle, c'est quand même un véhicule qui est conçu pour 4 ou 5 personnes, qui la plupart du temps est occupé, utilisé par une personne, qui mobilise donc l'espace public bien supérieur à ce qui serait nécessaire. Moi, je fais du vélo. En ville, à Toulouse, par exemple, c'est très facile de faire du vélo. Je suis sur mon vélo. J'utilise une place bien moindre que les voitures, qui par ailleurs ont besoin de places de stationnement, donc qui occupent et qui consomment de l'espace public, qui polluent. Et donc, la question, elle est bien de dire que la voiture ne devienne plus qu'un moyen de transport là où il est vraiment nécessaire. Typiquement, dans une ville comme Toulouse, on pourrait avoir uniquement des voitures en autopartage pour certains déplacements. Donc, les voitures dont je disais tout à l'heure, qu'il suffit d'aller les prendre avec une carte magnétique qu'on passe devant le pare-brise et qu'on peut utiliser pour un quart d'heure, une demi-heure si besoin. Mais ça diminuerait déjà beaucoup le nombre de places de stationnement qui aujourd'hui bouffent. Et vous feriez comment pour... imaginons par exemple, je conçois bien, vous êtes à Toulouse, vous voulez passer, je sais pas, des vacances à Marseille ou alors à Paris, pourquoi pas. Vous pouvez prendre le TGV, y aller facilement. Mais si jamais vous avez votre famille, votre mamie ou votre papy à la campagne dans une autre région de France, comment vous faites pour y aller sans voiture? C'est pas possible de multiplier les trains comme ça. La proposition que faisait Joseph Pizzonosa tout à l'heure me paraît vraiment intéressante. C'est-à-dire ce système qui aujourd'hui s'est mis en place dans les villes parce qu'il y a la masse critique, il y a le nombre de personnes prêtes à utiliser cet autopartage. Aujourd'hui, on pourrait concevoir que dans chaque gare, y compris de petites dessertes, il y ait effectivement des véhicules qui puissent être empruntés. Du coup, qu'on fasse l'essentiel du trajet en train ou autre moyen de transport en commun, et qu'après, pour finir son déplacement, pour aller circuler, se promener, on puisse emprunter un véhicule, mais uniquement au besoin, très précisément, mais à des tarifs aussi effectivement qui seraient abordables. Donc de toute façon, il faut une volonté très forte. Mais aujourd'hui, les moyens qui sont mis dans l'entretien de la voirie, l'espace public qui est consommé par le stationnement automobile, pour vous, la voiture coûte trop cher, en plus en santé, en termes d'investissement et et prend trop de place en fait, tout simplement. Bon, vous n'avez pas convaincu, hein, Jean-Olivier, vous n'avez pas convaincu notre vraie voix, Philippe David. Non, je sais, je parlais de Philippe David qui voulait justement réagir à vos propos. La voiture, quelque part, c'est la liberté. J'ai connu l'époque jusqu'à 10 ans, quand j'étais enfant, on n'avait pas de voiture. Et on partait justement en train couchette, on en parlait tout à l'heure. Et après, qu'est-ce qu'on faisait? Soit on marchait à pied, en montagne, dans l'Haute Pyrénées, soit alors on était obligé d'aller prendre les cars. Les cars, vous voyez, je vais même de leur faire la pub, ils existent encore. Les cars Lavante, ça y est, qui sert. Et on allait un jour à Gavarnie. Mais là, le car, il repart à 19h30 ou à 18h30.
Et si à 18h15 vous n'avez pas fini votre balade, soit faut courir et vous n'avez pas le temps de vous arrêter de boire un coup quand les gamins, j'étais le plus petit, ne marchaient pas assez vite, etc. La voiture, c'est la liberté. Liberté de choisir l'heure à laquelle vous partez. Choisir l'heure à laquelle on part, à laquelle on arrive, si on va boire un coup, etc. Le nombre de jours où vous vous arrêtez dans une région, par exemple, si vous vous baladez en Bourgogne ou ailleurs, ou dans le Limousin. Exactement, vous êtes tributaire de vous-même, de personne. Et c'est l'indépendance et c'est la liberté. Et moi, j'en peux plus de toutes ces libertés qu'on nous rogne les unes après les autres. Parce que je vais vous dire, si on veut vraiment s'en prendre à la pollution, moi je vais m'en prendre à la vraie pollution, qu'on arrête de signer des accords de libre-échange avec la planète entière, avec des porte-containers qui polluent comme des millions de bagnoles. Je pense que Jean-Olivier est d'accord avec vous là-dessus. Mais voilà, complètement d'accord sur les traités de libre-échange. Mais qu'on arrête aussi de produire de l'électricité au charbon, c'est ça qui fait du gaz à effet de serre. C'est pas nos manœuvres diesel qui font 4 litres au 100, etc. etc. Prenons-nous-en aux vrais coupables. Je parlais hier des éoliennes, pour faire 230 tonnes d'acier qui fusionnent à 1400 degrés et faire des centaines de tonnes de béton, ça bouffe une énergie pas possible. Prenons-nous-en aux vrais coupables, pas... Parce que, désolé, l'automobiliste, c'est le bouc émissaire de tout en France sur la pollution. Il faut arrêter, ça me gonfle. Et en tout cas, on vous pose cette question. Restez avec nous, Yves Cara qui est avec nous, et Jean-Olivier, également directeur de France Nature Environnement en Midi-Pyrénées. On continue à vous la poser, cette question. Allez-vous abandonner la voiture à la veille du chassé-croisé? On fait un point sur le Twitter et le Facebook de Sud Radio. Clément Barguin. C'est toujours non. Nos auditeurs sur Facebook comme sur Twitter, c'est non à 87%. Non, on ne va pas abandonner notre voiture pour l'été. Le débat, la question qu'on vous pose sur le Facebook et sur le Twitter de Sud Radio, allez-vous abandonner votre voiture? On vous pose cette question à la veille du chassé-croisé, le grand chassé-croisé entre les Haussiens et les Juillotistes. Dans quelques minutes, le verdict final, ce sera avec Clément Barguin sur vos votes sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux de Sud Radio. Nous sommes toujours avec Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association, et Jean-Olivier, directeur de France Nature Environnement en Midi-Pyrénées. Et avec vous aussi Jean-Pierre qui nous appelait au 0826 300 300 depuis Bordeaux. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. On parlait de Bordeaux à l'instant. En plus, j'espère qu'il ne fait pas trop chaud. C'est pour ça que je vous ai appelé en urgence. Pour moi, c'est une urgence rouge. Je voudrais savoir que la personne de France Environnement, je ne sais pas son nom. Jean-Olivier, directeur de France Nature Environnement en Midi-Pyrénées, plutôt du côté de Toulouse. Voilà, alors il est très bien ce monsieur, il veut qu'on enlève les voitures, les véhicules du centre-ville. Il va m'expliquer comment on fait les travaux en centre-ville sans véhicule. Ce qu'il veut, on peut transporter le matériel qui sont pour faire les travaux, dans les tramways, dans les... Je pense qu'il parlait de la voiture individuelle. On parlait quand même de la voiture individuelle, effectivement. Là, il faut être sérieux quand même sur la considération du sujet. Jean-Pierre. Oui, mais c'est pareil. Moi, je travaille avec une voiture individuelle. Je suis conducteur de travaux, maîtrise d'œuvre. Je fais 50 chantiers sur la région bordelaise. Et comment je me promène dans Bordeaux avec mon matériel dans le tramway? Vous avez un véhicule professionnel. Effectivement, les véhicules professionnels font partie des véhicules. Réponse de Jean-Olivier. Voilà, dans un système où la voiture, quand on parle de la voiture individuelle, on parle vraiment de la voiture personnelle qu'on utilise pour se déplacer, pour sortir de la ville. Une personne à la fois. Je vais vous redonner la parole, Jean-Pierre, après. Jean-Olivier, je lui laisse vous répondre et vous allez reprendre la parole juste après, Jean-Pierre. Oui. Effectivement, dans les prévisions qu'il y a de restriction d'usage de la voiture, il y a les véhicules pour usage professionnel vont pouvoir continuer à circuler, même s'il existe des solutions. Et aujourd'hui, on discute notamment avec des logisticiens qui réfléchissent à acheminer dans le centre de Toulouse, depuis les grandes plateformes qui sont en périphérie, toutes les marchandises aujourd'hui. Il y a beaucoup de circulation en ville, c'est notamment les livraisons des commandes qu'on peut faire sur Internet, avec des camions qui sont aux 3/4 vides. Là, il y a clairement des logiques de rationalisation quand même à avoir. Et puis après, on peut réfléchir à acheminer. Alors là, monsieur, vous avez une activité personnelle, individuelle, professionnelle, mais qui implique que vous ayez votre matériel dans votre voiture, on peut l'entendre, et là dans ce cas-là la voiture peut circuler, mais c'est pas la majorité des véhicules qu'on trouve aujourd'hui en ville, et y compris c'est pas forcément la majorité des déplacements professionnels qu'on voit en ville. Je revenais sur tous ces fourgonnettes qu'on voit aujourd'hui sillonner les villes pour livrer quelques colis et qui pourraient être acheminés différemment ou de manière plus rationnelle. Jean-Pierre, vous avez un nouveau maire à Bordeaux, vous faites partie de ces villes. C'était peut-être la plus grosse surprise du soir du second tour des municipales, ces villes qui ont été emportées par la vague verte. Pierre Urmic qui parle de l'interdiction à long terme, il n'a pas dit pour tout de suite, mais de la voiture individuelle, en tout cas dans le centre-ville de Bordeaux. Est-ce que ça vous inquiète? C'est pour ça que ça m'a insurgé un petit peu.
C'est pour ça que je me suis même arrêté sur le bord de la route. Là, vous voyez, je rentre heureusement parce que c'est plus prudent, parce que c'est interdit de faire les deux en même temps. C'est le permis, hein. Voilà, faites attention. Mais il y a une bonne avocate pour vous défendre au cas où. C'est ça. Il l'a dit. Je vais vous redonner les propos exacts de votre maire, en fait, Jean-Pierre. À terme, à long terme, la voiture va disparaître dans le centre-ville de Bordeaux. On ira vers ça, c'est ce qu'il a dit globalement. Il n'a pas parlé d'interdiction tout de suite. Voilà. Alors moi, écoutez, je suis indépendant, conducteur de travaux. Je fais plusieurs chantiers. Je dois visiter plusieurs chantiers sur la résidence, de résidence, puisqu'on fait des constructions neuves sur Bordeaux. Je me déplace avec un véhicule individuel. Hein, c'est pas immatriculé, c'est pas une fourgonnette, c'est une 207 normale. Et c'est professionnel. Ça, c'est autre chose encore. C'est professionnel, mais je dis que c'est un véhicule individuel qui ayant la possibilité de prendre 5 passagers. Comment je me déplace? Moi, on va me mettre un policier. Ce sera peut-être. Mais c'est vrai que c'est une question. Vous êtes peut-être sur un cas limite, hein, comme on dit. Il n'y a pas que moi, monsieur. Non, mais je sais. Il n'y a pas que moi. Je sais. Alors peut-être que vous faites partie de ces fourgonnettes dont parlait Jean-Olivier. En tout cas. Je n'ai pas de fourgonnette. Non, de ces véhicules, pardon. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup Jean-Pierre de nous avoir appelé. Faites attention, hein, surtout, faut jamais, vous avez bien fait de vous arrêter, faut jamais téléphoner au volant. En plus, on se fait retirer le permis tout de suite, c'est rédhibitoire aujourd'hui, donc vous avez bien fait de rester prudent. Merci beaucoup de nous avoir appelé du côté de Bordeaux, Jean-Pierre, au 0826 300 300. Passez une belle soirée. J'aimerais laisser le mot de la fin peut-être à Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. On le disait, vous le disiez, les Français, c'est votre opinion, hein, les Français sont toujours attachés à la voiture, malgré tout, de plus en plus de grandes villes effectivement, commence à restreindre de force la place de la voiture. Est-ce que vous pensez que la voiture va quand même, que ça vous plaise ou non, disparaître dans les centres-villes à terme? Alors dans les centres-villes, elle est déjà fortement restreinte, et c'est bien. Si vous allez dans Lyon, vous avez la place de la République entre Bellecour et Terreau par exemple, c'est depuis des dizaines d'années une rue piétonne et tout va bien. Donc dans les hyper centres-villes, notamment historiques, oui, il n'y a pas de souci. Toujours à Lyon, vous avez Saint-Jean, le Lyon historique, effectivement il n'y a pas de voiture, donc il n'y a pas de débat, mais ce sont sur des petites zones, parce que votre auditeur le disait, pas de voiture, pas d'économie, pas d'échange économique de l'extérieur dans la ville. Mais vous savez, je voudrais juste, pour terminer justement, en quelques secondes, apporter une réflexion à ceux qui disent l'autosolisme, la personne seule dans la voiture et l'occupation de l'espace public. Ce qui occupe le plus l'espace public, c'est le logement, on est d'accord. Eh bien, si on applique le raisonnement de la voiture de certains au logement, ça voudrait dire que si vous êtes en couple, si vous avez plus d'une chambre chez vous, c'est un scandale. Vous êtes un mauvais Français, vous êtes un gros pollueur. Non, mais parfois chez moi, j'ai des gens qui arrivent, j'ai mes enfants qui viennent, j'ai ceci, cela. Donc j'ai le droit d'avoir un appartement un peu plus grand. Et voilà, si on applique ce même raisonnement, on est totalement dans l'absurdité. Il faut arrêter de penser que les personnes, parce que ça les arrange de dire ça, sont toujours tout seuls dans leur voiture. Non, parfois je suis seul, parfois j'ai des personnes. Et chez moi, c'est pareil. Parfois je suis seul, parfois je suis en couple, parfois j'ai des enfants. En même temps, ce sera le mot de la fin. Je suis désolé Jean-Olivier, parce qu'il faut qu'on avance. Bon, c'était une jolie métaphore, on est d'accord quand même. Jean-Olivier, merci beaucoup Yves Cara d'être intervenu dans ce débat.